Notre rôle, nous avons un rôle qui est de favoriser la mise en œuvre des conventions internationales devant les juridictions, chaque fois qu'elles permettent de mettre en œuvre des droits qui sont garantis aux femmes. Nous sommes souvent confrontés à deux situations. Soit la norme internationale a été bien reçue et incorporée dans la législation, soit la convention internationale, bien que régulièrement ratifiée et publiée, coexiste avec des dispositions législatives contraires. Nous allons parler de ce cas-là, parce que c'est ce cas-là, je pense, qui nous intéresse le plus. Et lorsque nous sommes face à ce genre de cas, nous utilisons deux types de techniques judiciaires. Soit le contrôle de constitutionnalité, soit le contrôle de conventionnalité. Je vais commencer par celui de constitutionnalité, qui, pour rappel, est un contrôle juridictionnel qui est exercé afin d'assurer que les normes de droit respectent la Constitution. Au Sénégal, on a eu la chance, la présidente Dior Fall l'a rappelé tout à l'heure, on a tout signé. Nous avons signé presque toutes les conventions internationales de droits de l'homme et on y a fait référence dans notre Constitution. Au vu de la hiérarchie des normes, ces traités ont une valeur supérieure à nos lois. La référence à ces instruments internationaux dans le préambule a pour conséquence de les intégrer dans la Constitution et ils font partie du bloc de constitutionnalité. Mais il faut rappeler que l'intégration de ces normes dans la Constitution est postérieure à l'adoption des textes intéressant le droit des femmes. On va prendre l'exemple du Code de la famille, où il y a beaucoup de dispositions discriminatoires, pour ne pas dire contraires, à l'égalité. Tout à l'heure, on a parlé de l'article 152 du Code de la famille, qui fait du mari le chef de la famille. L'article 153 qui confère au mari le choix de la résidence de la femme, de la résidence conjugale, et la femme est tenue d'y habiter avec lui. Et même s'il y a un danger dans cette maison, la femme, pour qu'elle puisse quitter cette maison, il faut qu'elle saisisse un juge qui peut exceptionnellement l'autoriser à quitter ce domicile. Et ce juge lui désigne un domicile. Donc, ce n'est même pas elle qui va désigner son domicile. Il y a aussi l'article 277 du Code de la famille sur la puissance paternelle qui est exercée par le père durant le mariage. Il y a un article qui dit que la puissance parentale est exercée par les deux parents, mais durant le mariage, elle est exercée par le père. Ces dispositions sont à l'évidence contraires au principe d'égalité prévu dans toutes les conventions. La contestation de ces dispositions par le moyen de l'exception d'inconstitutionnalité qui peut être désormais soulevée devant la Cour d'appel depuis la réforme constitutionnelle, en plus de la Cour suprême, pourrait aider les acteurs judiciaires à faire écarter ces lois contraires à l'égalité. Il faut seulement souligner que dans la pratique, ces moyens ne sont pas quasiment mis en œuvre. À notre connaissance, aucune exception d'inconstitutionnalité dans les domaines dont nous sommes en train de parler n'a été soulevée devant la Cour d'appel et transmise au Conseil constitutionnel. Il y a eu des saisines d'inconstitutionnalité qui ont été adressées au Conseil constitutionnel, mais elles portaient sur d'autres questions, notamment politiques. Donc, nous avons deux recommandations à faire par rapport à cela. Parachever la réforme constitutionnelle de 2016 en prenant des dispositions législatives permettant de les mettre en œuvre devant les juridictions. Le législateur peut prendre des dispositions permettant de les mettre en œuvre dans les lois, avec des lois de procédure suivies par les juridictions de jugement. La deuxième recommandation serait un renforcement de la capacité des acteurs judiciaires sur les questions d'ordre constitutionnel à travers la formation initiale et la formation permanente. Parce qu'il n'y a pas vraiment une véritable formation. Il y a eu un séminaire organisé par le Conseil constitutionnel en 2022, mais les conclusions jusqu'à présent n'ont pas été encore mises en œuvre. Quant au contrôle de conventionnalité, il s'agit de faire prévaloir la supériorité des traités internationaux en la matière sur les lois nationales. L'article 98 de notre Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.
La question s'est posée de savoir quelle juridiction devait contrôler la conformité de la loi au traité international. Le Conseil constitutionnel a considéré que sa compétence se limitait au contrôle de la conformité de la loi à la Constitution. Point. Et qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conformité de la loi à la norme internationale. Aussi, le contrôle de la conformité de la loi à la Convention internationale donc, devrait appartenir aux juridictions de l'ordre judiciaire qui doivent assurer l'effectivité de la supériorité de ces conventions internationales sur nos lois nationales en application de l'article 98. En conséquence, nous, acteurs judiciaires, nous devons soulever ces exceptions de conventionnalité devant les juridictions, et ce, dès la première instance, pour écarter les lois nationales discriminatoires envers les femmes. Par exemple, sur la fixation du domicile par le mari, la femme peut opposer l'article 15 de l'alinéa 4 de la CEDAW qui dit que les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative aux droits des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile. Le juge pourrait, par le biais de ce contrôle de conventionnalité, écarter l'article du Code de la famille qui est assez discriminatoire. Nos juridictions ont l'habitude de se référer à la seule loi nationale et font souvent preuve de beaucoup de réticence quand il s'agit de mettre en œuvre des normes internationales. Pourtant, c'est un domaine qui leur ouvre un champ d'action très large pour leur mise en œuvre. Cette mise en œuvre peut être faite par l'interprétation des normes internationales, pourrait le faire en self-executing, ces lois sont directement applicables, en vertu de l'article 98. Ils pourraient prendre leur responsabilité, entre guillemets, et appliquer ces lois. Les juges qui sont chargés d'appliquer la loi pourraient ainsi renforcer leur rôle dans la mise en œuvre des normes conventionnelles en élargissant le champ d'application et en faisant une interprétation plus souple. Dans la pratique, le juge vérifie un certain nombre de critères en faisant la revue des critères. Il pourrait garder plus de souplesse dans l'interprétation et l'application de ces critères. Il pourrait décider, dans certaines circonstances, que des dispositions que l'on aurait pu considérer comme ayant un caractère programmatique, c'est-à-dire ayant besoin de l'adoption d'un texte législatif pour leur mise en œuvre, puissent être directement applicables, comme par exemple dans l'exemple que je viens de donner par rapport à l'article 15 de la CEDAW. Il appartient aux juges, parce que nous, les avocats, nous ne pouvons que proposer, faire des conclusions, plaider. Il appartient aux juges de donner un contenu effectif à la non-discrimination et à l'égalité entre les hommes et la femme dans l'application de la loi, dans un large sens, incluant la norme internationale. C'est pour cela que je jette le pavé aux juges. C'est à eux de nous aider. Nous allons chercher les textes. Nous leur présentons les textes. C'est à eux, en vertu de l'article 98, d'appliquer ces lois et ce serait un bon début. Je vous remercie.